Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première étape de notre journée Montréal 24-24 rencontre C2. Mon nom est Mathieu Grondin et je suis le directeur général de Montréal 24-24, un organisme à but non lucratif dont le mandat est de défendre et de représenter les acteurs de la vie culturelle nocturne montréalaise. C'est moi qui vous guiderai aujourd'hui dans ce voyage sur les questions nocturnes. On parle souvent de Montréal comme étant une ville festive où la vie nocturne y est dynamique et foisonnante, à tel point que cette composante fait partie de l'identité de notre ville. Montréal est perçue comme une ville festive par une bonne partie des touristes qui la visitent pour cette raison, mais aussi par ses habitants qui participent activement à ces activités culturelles nocturnes. On peut se demander d'où vient cette réputation. À partir de quel moment Montréal a-t-elle commencé à être reconnue comme une ville nocturne? Avec moi aujourd'hui, le Dr. Will Straw, professeur au département des communications de l'Université McGill et pionnier de ce qu'on appelle les Night Studies ou les études de la nuit, un nouveau champ de recherche des sciences humaines ayant fait son apparition dans les cercles universitaires il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Bonjour, M. Straw. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Alors, comment se fait-il qu'on parle de Montréal comme étant une ville festive et à quel moment pouvons-nous retracer l'apparition de cette réputation? Mais je pense d'abord que Montréal a bénéficié de l'image de ville festive par rapport aux autres villes du Canada qui ont la réputation peut-être plus puritaine, plus protestante, avec plus de répression de la vie nocturne. Si on remonte au 19e siècle, on voit qu'il y a beaucoup de fêtes très importantes à Montréal, comme la fête de la Saint-Jean, dont il nous reste plusieurs images de plein de gens, etc. Et il faut, si on remonte au 20e siècle, on voit que c'est surtout à l'époque de la prohibition de l'alcool aux États-Unis de 1920 à 1933 que Montréal a acquis une réputation mondiale de ville de la vie nocturne parce que, bon, les gens de New York, ils prenaient le train pour aller passer la fin de semaine à Montréal et boire de l'alcool légal. Il y a même une chanson, Goodbye Broadway, Hello Montréal, qui était un hit, en quelque sorte à l'époque, qui montrait ça. Le Variety, qui est comme le show business en 1925, ils ont appelé Montréal le pire et la ville le plus ouverte au monde, the world's worst and wide open city, à cause du fait que tout était accepté, tout était légal. Alors, on a ça. On sait surtout qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Montréal a eu la réputation de ville de péché, principalement parce que beaucoup de soldats, durant et après la Deuxième Guerre mondiale, ont passé par Montréal, soit pour aller en Europe, soit pour revenir. Alors, il y avait des bordellos, des boîtes de nuit. Dans les magazines américains des années 50, on voit beaucoup d'images qui exposent le péché qui était Montréal. Alors, c'est une réputation qui dure assez longtemps avant qu'on arrive aux années 60, où il y a un certain nettoyage de l'image de Montréal. Oui, c'est ça. C'est l'époque où on parle de Montréal, la ville ouverte, l'époque du Red Light, de Monica la mitraille, une vision de Montréal aussi comme étant une ville gangrénée par le crime et qui va être ensuite assagie ou assainie par Pax Plante, je crois, qui était le chef de la police de Montréal. Mais comment cette réputation-là s'est-elle préservée suite à la prohibition? Parce que vous parlez que dans les années 50, encore, cette réputation-là perdure, même suite à la prohibition. Oui, mais c'est parce que je pense que d'abord, de la perspective du reste de l'Amérique du Nord, Montréal est toujours, à cause de son côté francophone, un peu différente. Alors, soit on l'associe à la Nouvelle-Orléans, qui a aussi la même réputation, mais aussi parce qu'en fait, mais on peut dire qu'il y a les mythologies de Montréal-Ville ouverte, mais aussi le fait que dans les années 50 et même en 1970, Montréal était connu comme peut-être la capitale du commerce de la drogue en Amérique du Nord, parce qu'avec le port de Montréal, l'héroïne, le cocaïne arrivait un peu partout au monde. C'est ici que c'était distribué à travers le continent, des choses qu'on oublie. Alors, la réputation de Montréal comme centre de tout ce qui est vice, il change, il s'est transformé au cours des années, mais il y a une certaine permanence, disons, dans cette réputation.
Peut-être si on fait un saut dans le temps par la suite, on se réfère souvent aux belles années du disco pour parler de la vie nocturne montréalaise. Qu'est-ce qui rendait notre ville si spéciale aux yeux des participants de cette scène musicale-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Montréal a pu préserver sa réputation de ville nocturne à travers la scène disco? Oui, mais je pense que d'abord, il y a comme deux vagues de la musique et des scènes disco. Il y a une des années 60 où l'influence principale est Paris. Alors, à Montréal, on a des discothèques. En fait, on dit que la première discothèque en Amérique du Nord, peut-être c'était là l'Écran, ouverte en 1962 sur la rue Mackay par un Québécois qui est allé en France. Il a vu les discothèques parisiennes et il a décidé d'en faire une ou en fait plusieurs copies ici. Et au cours des années 60, il y a la construction de beaucoup de discothèques ou ce qu'on appelait à l'époque des boîtes à gogo. On les trouve surtout centre-ville, entre Crescent et Peel, entre Sherbrooke et le rue qu'on appelait Drummond à l'époque, qui est maintenant René Lévesque. Et en fait, c'est Mackay, Stanley, Seroula qui sont devenus le centre, disons, de la culture disco à Montréal, ce qui n'est plus vraiment le cas. Ça, c'est en 1966. Une carte, disons, un guide des boîtes à gogo, des discothèques à Montréal. Et si tu vois de près ce qui est difficile sur l'écran, tu vas voir que la plupart sont sur Mackay, Stanley, Peel ou de la Montagne. Mais la deuxième vague, la musique disco est venue dans les années 70, où c'est vraiment New York qui est devenu l'influence principale. Alors, et on a tendance maintenant à dire que la disco, c'est quelque chose de new-yorkais, pas parisien. Mais en fait, au début, l'influence était plus de Paris, ce qui fait que c'est à cause des liens entre Montréal et Paris que les discothèques se sont implantées à Montréal avant de l'être dans beaucoup d'autres pays nord-américains. Oui, parce que le mot discothèque, c'est un mot français. Donc, l'invention de la discothèque est une invention française. Peut-être Oui. nous en dire un peu plus, parce qu'avant l'apparition du médium, du disque, c'était des big bands ou des groupes de musique qui se produisaient dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait? C'est quoi juste une discothèque? Hey, discothèque veut dire comme bibliothèque, c'est un endroit où on accumule les livres. Une discothèque, c'était d'abord un lieu où on accumule des disques. Et on dit qu'à vers la fin des années 1930, à Paris ou ailleurs, les gens qui avaient beaucoup, par exemple, de disques importés des États-Unis de jazz, ils ouvraient de petites boîtes où on allait pour écouter des disques. Pas nécessairement pour danser, mais pour s'asseoir, écouter des disques. Alors, discothèque, qui veut dire des rangées de disques, est devenu le lieu où on consomme les disques. Et c'est dans les années 1950 d'abord que, vers la fin des années 50, que les DJ jouant des disques ont remplacé les bands. Pas à 100%, mais en fait, de manière significative. Pour deux raisons. D'abord, les bands, les orchestres étaient chers. Mais deuxièmement, de plus en plus, quand on voulait écouter une chanson, on ne voulait pas écouter une version faite par un band de musiciens de Montréal, fatigués, vieux. On voulait écouter la version originale. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que jouer les disques dans des bars à Montréal dans les années 60 était vu comme plus authentique parce que c'était la version originale de la France ou de l'Angleterre que d'écouter des musiciens live devant toi faisant ce qu'on appelle un cover. Ah, ben oui, OK, ça fait du sens. Si on revient un peu à Montréal, puis à l'époque disco, il y avait une discothèque, je pense, qui était très, très connue, qui est le Limelight, où toutes les plus grandes vedettes new-yorkaises, en fait, de tout le nord-est américain, venaient passer le week-end à Montréal. Je pense même qu'on peut parler du Disco Train, qui était le train qui partait de Philadelphie. Peut-être nous en dire un peu plus là-dessus, comment Montréal a acquis cette réputation-là d'être la deuxième plus grande ville au monde du disco après New York. Mais c'est d'abord parce que Montréal était très bien situé mais on n'est pas proche de l'Europe, mais les influences, le va-et-vient entre l'Europe d'un côté et va-et-vient avec New York de l'autre, ont fait qu'à une époque, la musique disco était vraiment quelque chose à la fois américain avec ses racines dans le soul,
la musique latine, mais aussi européen avec ses racines dans les studios de Cologne, etc. Montréal était très bien placé pour être comme le point de distribution des styles, des modes et des disques, parce que alors il y avait beaucoup de va-et-vient. Les DJ du Limelight, comme Robert Ouimet disait qu'ils avaient un budget pour aller à New York, acheter des disques à chaque fin de semaine, les 12 pouces, les 45 tours de beau format qu'on jouait dans les bars et qui ont été lancés à New York. Il fallait les avoir tout de suite après qu'ils soient imprimés. Alors, il fallait y aller régulièrement. On ne pouvait pas attendre que les distributeurs traditionnels des disques les amènent à Montréal. Alors, oui, Disco Train, c'était un peu ça. Oui. Ouais, je pense que le Disco Train, en fait, c'était le train. Moi, je sais qu'il y a une chanson, là, From Montreal to Philly. From Philly to Montreal, je crois, parce que c'était en fait les Américains qui prenaient le train, montaient à Montréal. Je pense que le train même avait une certaine, étant donné la population qui le peuplait, avait une certaine composante festive. Mais ce qui était particulier au Limelight, c'est que ça ne fermait pas à 3 heures du matin. Non, ça fermait à 6 heures. Bon, il y a des lois qui disent quand tu es obligé d'arrêter de servir l'alcool, mais ça n'empêche que tu peux continuer à jouer de la musique et probablement servir de l'alcool dans les salles cachées en arrière. Mais c'est intéressant le Disco Train parce que ça remonte aussi aux années 20 avec Goodbye Broadway, Hello Montreal. Alors, c'est un thème qui est récurrent dans l'histoire de la vie nocturne montréalaise. Ben, même quand vous parlez de Montréal un peu comme étant la ville qui pouvait traduire un peu, ou en tout cas l'épicentre entre la culture nord-américaine et la culture européenne dans le disco, moi je pense que ça va se traduire par la suite dans les années 90 avec l'apparition des after hours, de la musique électronique. Oui. On y reviendra peut-être plus tard, mais comment ça s'est terminé, c'est l'époque du disco, parce que c'est comme une belle époque, puis tout d'un coup ça s'est terminé, puis il n'y en a plus aujourd'hui des bars comme le Limelight où on pouvait rester jusqu'à 6 heures du matin, où il y avait de l'alcool jusqu'à 3 heures, si ça continuait. Mais toi, on saurait peut-être mieux que moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'after hours. Les after hours ont bu en quelque sorte. Mais je dirais que le disco, on a tendance à dire qu'après le film Saturday Night Fever, le disco a chuté. Mais en fait, non. Il y avait d'abord, après le disco, l'époque New Wave à Montréal, de fin des années 70, début des années 80, il y avait beaucoup de continuité entre le disco et le New Wave à Montréal, plus que dans d'autres villes où, en fait, le New Wave, c'était quelque chose de complètement opposé au disco. Et après ça, Montréal est devenu une sorte de capitale de la musique house, pas aussi importante qu'il a été pour la musique disco, mais quand même, il y a une longue histoire de la musique, dance music à Montréal, plus que dans toute autre ville canadienne. Peut-être juste enlever le partage d'écran, à moins que vous ayez d'autres photos à nous montrer, qu'on puisse vous voir, parce que Bon, voilà. Oui, moi, c'est une époque que je connais un peu plus, là, qui est les années 90. C'était mon adolescence, l'apparition du rave. Et Montréal, je me rappelle particulièrement le club, l'ouverture du stéréo. Avant ça, il y avait le sauna. Avant ça, il y avait le playground. Mais le sauna en particulier, qui était la propriété de la famille de Tiga, du DJ Tiga. À chaque fin de semaine, il y avait des DJ nord-américains et européens, des grosses pointures qui passaient par Montréal. Et Montréal était vraiment un peu comme vous parliez de l'époque disco, l'endroit où ces deux cultures-là pouvaient se rencontrer, où il y avait autant des Anglais, des Français, des hétéros, des gays, tout le reste entre les deux. C'était quand même une belle époque. Puis ensuite, il y a eu l'apparition de l'ouverture du stéréo, qui est un peu encore aujourd'hui dans les top 10 des meilleurs clubs au monde, en tout cas du moins pour son système de son. Ça a été toute une époque, mais par la suite, peut-être essayer de faire un lien jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que la vie nocturne de Montréal s'est assagie après cette période-là? Est-ce que Montréal est toujours une ville festive, selon vous, quand on la compare à d'autres villes nord-américaines ou encore européennes? Mais c'est une ville festive, mais je pense que être une ville festive est devenu trop une politique officielle de la ville. Parce qu'on sait que Montréal, l'industrie du tourisme est importante pour toutes les villes maintenant, mais pour Montréal, il est devenu très important parce qu'à la fois, il
c'est facile de venir ici de l'Europe, aussi du sud des États-Unis. On sait qu'il y a de bons restaurants. On sait que les jeunes voyagent de plus en plus comme touristes. On sait que le tourisme LGBTQ est devenu très important pour Montréal. Mais en réponse à ça, les villes et Montréal surtout créent des événements, créent des festivals ou laissent créer des festivals. Alors, il y a une certaine, je ne suis pas le premier à le dire, commercialisation de sa vie nocturne qui pousse, qui est underground un peu plus vers les marges sociales, mais aussi géographiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour relancer un peu ou garder, protéger cette essence-là? Parce que la façon que j'en comprends, c'est que Montréal était peut-être plus une ville de culture émergente à une certaine époque et maintenant c'est un peu mainstreamisé. C'est pas tant que Montréal n'est plus une ville festive ou n'est plus une ville nocturne, mais c'est qu'on tend à rendre ça plus difficile à l'émergence de ces cultures émergentes, de ces nouvelles cultures-là. On parle souvent de la création du quartier des spectacles, la grande scène, la place des festivals, et on aime beaucoup parler du succès de Arcade Fire, par exemple. Mais avant qu'un tel band se ramasse à avoir une réputation internationale comme ça et d'être aussi mainstream, entre guillemets, ils ont commencé dans des petites places, dans des petits bars. Et ça devient de plus en plus difficile. Mais je pense que Montréal a toujours et a encore ce qu'il faut pour comme fertiliser une scène locale. Parce que il y a un fait qui est souvent oublié, à mon avis, c'est que le fait que Montréal a 4 grandes universités. Il y a une population étudiante de 100 000, quelque chose d'étudiants qui sont tous, qui sont intéressés par la culture émergente, plus que par le quartier des spectacles, disons, qui ne sont pas le quartier des spectacles. Alors, il y a toujours une demande. Il y a des villes où c'est créé une demande pour la culture underground et le défi. C'est pas ça à Montréal, je pense. Il y a vraiment déjà une demande, un intérêt pour cette culture-là et les gens essaient de le trouver. Alors, il faut, c'est le dilemme des villes. Comment est-ce qu'on crée des conditions pour une culture informelle et des fois illégale? On peut juste tolérer ça, comme on l'a fait avec les boîtes de nuit des années 50, où les policiers regardent dans l'autre sens, mais ils prennent le petit cachet. Est-ce que la ville peut laisser émerger des choses qui ne sont pas peut-être ce qu'ils ont en tête eux-mêmes comme une bonne culture municipale, mais qui quand même vont peut-être contribuer dans quelques années à une culture qui leur plairait. Alors, c'est ça. Parce que souvent, on attend des conditions de crise où les loyers tombent, où les bâtiments sont vides pour que cette culture pousse. Mais est-ce qu'on peut quand même l'encourager sans avoir à attendre une crise? On n'aura peut-être pas à attendre longtemps si on continue. Ça, c'est certain. Je vous remercie beaucoup, M. Stroud, d'avoir pris le temps de vous entretenir avec nous. On a beaucoup appris sur l'émergence de la vie nocturne à Montréal. Puis je dirais à ceux qui nous regardent de rester avec nous pour votre heure de lunch qui commence à l'instant, parce qu'on a une magnifique playlist d'artistes locaux qui ont marqué l'histoire de la vie nocturne montréalaise pour accompagner votre lunch. Et puis, revenez-nous ensuite à 15h pour la suite de cette journée spéciale autour des enjeux de vie nocturne en collaboration avec ces deux. Je vais recevoir Andrena Sejas, qui est une doctorante à l'Université Harvard et une spécialiste des questions de gouvernance nocturne. Je pense que vous la connaissez, M. Straub. Alors, merci encore une fois et puis... Okay.